Le séminaire est organisé par le Centre de psychothérapie du sud du nord de l'île de Montréal et la clinique JAP. Les objectifs, bon, vraiment de reconnaître les concepts clés spécifiques à la thérapie basée sur la mentalisation, d'expliquer les caractéristiques de la mentalisation plus spécifiques à la psychose et d'identifier les interventions psychothérapeutiques de mentalisation auprès des patients psychotiques. Donc, il y a les acronymes qui peuvent être utilisés là, dans la présentation. Donc, il y a PNA, là, que moi, je n'utilise pas habituellement, là, mais qui est psychose non affective. Et il y a TBM pour thérapie, traitement basé sur la mentalisation, et TBMP pour troubles, pour TBM pour la psychose. Donc, le séminaire se veut vraiment comme une exploration de la mentalisation dans la psychose. Dans un premier temps, comme je disais, je vais présenter un contenu théorique qui est relié à la TBM, la psychose, en passant par revenir un peu sur les notions d'attachement, de traumatisme, les capacités de mentalisation, les caractéristiques de la mentalisation chez une personne qui a eu de la psychose et la conception du délire ainsi que la base du traitement en psychose. Donc, ça se veut aussi vraiment l'occasion de découvrir comment la mentalisation est un concept important pour les professionnels de la santé. Donc, ça inclut vraiment tout le monde et qui travaillent avec un trouble, des gens qui ont un problème psychotique. Et ainsi, on va présenter quelques vignettes qui vont nous permettre d'échanger puis mentaliser ensemble. Donc, il y avait 2 articles à parcourir. Je les remets là. Puis, par souci d'alléger ma présentation, je n'ai pas inclus toutes les références, mais que je pourrais rendre disponibles si certaines personnes veulent avoir d'autres articles qui ont servi à faire la présentation. Donc, l'objectif principal de la TBM, là, si on veut commencer avec ça, est vraiment de favoriser l'habileté à mentaliser soi-même et autrui et renforcer comment la mentalisation est affectée dans des contextes relationnels spécifiques. Et la TBM avait été initialement développée pour traiter là, les gens avec un trouble de personnalité limite. Donc, mentalisation et psychose. On dit que la mentalisation est significativement atteinte dans la schizophrénie et pourrait être un marqueur de la maladie. De plus, les symptômes psychotiques aigus émergent souvent dans un contexte de malentendu qui est lié à des situations sociales ou la résultante d'une auto-évaluation plus ou moins, en tout cas, aberrante par rapport à la situation ou à autrui. Et il y a une hypothèse que dans un contexte social, il va y avoir effondrement de la compréhension de son état mental qui va contribuer à la rupture de la perception de la réalité et qui va mener à l'émergence de psychose chez des individus vulnérables. Donc, il y a le concept de métacognition. Tout à l'heure, le Dr Bordelot l'a mentionné. Métacognition qui est vraiment la connaissance des processus cognitifs, la cognition de la cognition. Donc, la métacognition va chevaucher aussi la mentalisation, puis finalement, c'est un contributeur majeur de tout ce qui est du dysfonctionnement comme du fonctionnement social, particulièrement les déficits de la cognition comme la perspective empathique et l'autoréflexivité. Donc, la TBM pourrait faciliter la compréhension sociale via les relations d'attachement et ainsi jouer un rôle dans la récupération de l'habileté mentalisante et les capacités d'être dans les relations interpersonnelles. Et quand on regarde dans des déficits que peuvent présenter des gens au niveau de la mentalisation qui ont eu une psychose non affective, ce qui ressort des écrits, c'est déficit au niveau de la déduction des états mentaux d'autrui. Donc, ça complexifie vraiment les interactions avec les autres. Ensuite, il va y avoir des déficits de reconnaissance des expériences sensorio-affectives. Et il va également avoir la difficulté à verbaliser ces expériences. On va donner l'exemple, par exemple, d'un délire de persécution ou de référence qui est comme lié à l'échec, finalement, de se représenter l'esprit de l'autre, mais aussi de nommer les affects négatifs qui peuvent être présents en sous-jacent. Il y a le concept de embodied mentalization que je n'ai pas traduit parce que en tout cas, il y a peut-être un équivalent en français, mais
moi, je ne l'ai pas trouvé. Puis la définition, c'est que c'est en fait une habileté à détecter consciemment et identifier les signaux sensori-affectifs de son corps et d'y réfléchir de façon critique. Donc, cette forme de mentalisation-là est particulièrement atteinte dans la psychose et puis est vraiment à préconiser dans la TBMP. Donc, le processus mentalisant peut être maintenu par une attention et une description des états internes, des expériences du patient lorsque va se produire une expérience perceptuelle ou corporelle. Puis le thérapeute est vraiment là pour aider à démêler les états internes, des pensées au sujet d'états mentaux de soi et d'autrui. Souvent, toutes les pensées au sujet de ces états mentaux et d'autrui vont s'agréger ou s'entremêler et ça peut amener de la confusion autant chez le patient que chez le thérapeute. Donc, c'est vraiment un travail de démêler un peu toutes ces pensées au niveau des états mentaux. Donc, si on revient, la mentalisation est fortement liée à la qualité de relations d'attachement et ces relations vont permettre de développer une habileté à mentaliser. Les relations avec les figures d'attachement constituent un contexte social qui est particulièrement adapté pour faciliter la curiosité au sujet des esprits et l'acquisition de la compréhension de l'état mental. On sait également que si on parle de l'attachement sécure, durant la première année de vie, l'enfant et son parent forment un lien émotionnel qui résulte de réponses répétées du parent au comportement de recherche d'attention de l'enfant. Par exemple, sourire, pleurer, s'accrocher. Puis là, on sait qu'il y a comme un bébé avec nous aussi durant le séminaire. C'est intéressant. Et qu'en fait, la qualité de la relation d'attachement peut donner un indice du sentiment de sécurité de l'enfant. En fait, lorsqu'à proximité de son parent, il va refléter les attentes de l'enfant à recevoir du réconfort lors des épisodes de détresse émotionnelle. Puis là, on va parler de mirroring marqué ou de une réponse contingente à la détresse de l'enfant qui va permettre de reconnaître chez le parent et de moduler l'affect de l'enfant, aidant ainsi l'enfant à internaliser ses propres états. Et éventuellement, il va y avoir des représentations internalisées et modulées des expériences de détresse qui vont bâtir en quelque sorte une capacité à réguler ses affects chez l'enfant, mais aussi amener une connexion qui est authentique avec le parent et va inclure un sentiment approprié d'autosuffisance et d'indépendance chez l'enfant. Donc, la mentalisation se forme lors des relations, soit avec un parent, une figure parentale, et particulièrement si elles sont sécures. Donc, les relations vont être caractérisées par un intérêt véritable pour les états mentaux de l'enfant qui est perçu par des signaux clairs. Donc, on peut donner l'exemple du contact visuel du parent ou de la figure parentale. Un mirroring qui va être marqué. Donc, les émotions peuvent être imitées d'une façon légèrement métabolisée ou parfois légèrement exagérée. Et de cette façon, l'enfant a ses émotions qui sont représentées à lui par le parent, ce qui va donner l'opportunité d'entrer en contact avec des perspectives, la perspective de d'autres personnes, de d'autres sujets au sujet de ses expériences internes et permettre aussi de développer des représentations de second ordre de ces sensations corporelles. On sait que la mentalisation est assez vulnérable à ce qu'on appelle le stress ou l'excitation émotionnelle et la mentalisation est conçue vraiment comme un processus cognitif qui est complexe dans lequel, ça va être beaucoup les fonctions du cortex préfrontal. Donc, on parle de la mémoire de travail, la direction de l'attention, qui vont être utilisées pour intégrer l'information de différents réseaux sensoriels, moteurs et affectifs. Et s'il y a trop de stress, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une diminution de l'orchestration de l'activité cérébrale et par le cortex préfrontal qui va devenir affaibli, puis il va y avoir une domination
en fait, des structures sous-corticales comme l'amygdale, le noyau accumbens et l'hypothalamus. Puis on sait que ces structures-là, l'amygdale, entre autres, liée là, au circuit de la peur, et puis joue beaucoup au niveau des fonctions émotionnelles. Le noyau accumbens, circuit de la récompense. Donc, ça change vraiment aussi l'état d'esprit de la personne lorsqu'il y a trop de stress. Les capacités cérébrales ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on regarde l'attachement insécure, c'est qu'il y a des réponses qui sont plus ou moins adéquates d'un parent aux expériences de détresse de l'enfant, des réponses inappropriées, parfois non mentalisées ou non modulées qui peuvent interférer avec la capacité de l'enfant à intégrer des représentations de ses propres états durant les moments d'intensité affective. Et il y a aussi une habileté déficitaire à se référer à des représentations internalisées de soi, avec des émotions de détresse qui peut créer une vulnérabilité à des déficits de mentalisation, particulièrement lorsqu'il va y avoir des moments de stress important, d'intensité affective, puis ce qui va en fait développer des déficits, des problèmes de mentalisation, donc des problèmes aussi qu'on peut qualifier de développement de l'agentivité ou de l'auto-efficacité. Puis l'agentivité, c'est un concept qui revient souvent dans la mentalisation. Donc, c'est vraiment l'idée que l'individu a une capacité à être un agent actif de sa propre vie, d'exercer un certain contrôle et une régulation sur leurs actes. Donc, ça, c'est un concept quand même important à retenir, surtout dans le contexte d'attachement insécure où le sentiment d'agentivité ne sera peut-être pas aussi bon que dans un attachement sécure. Et chez les enfants qui vivent un traumatisme dans la relation d'attachement, cette vulnérabilité peut être marquée, alors que penser à l'esprit d'un parent peut en soi devenir associé à du danger. Donc, en inhibant la curiosité de l'enfant au sujet des états mentaux d'autrui, la maltraitance va nuire au sentiment de sécurité de l'enfant à relier des états d'esprit et les actions. Et il en résulte une insécurité qui s'exprime par soit un besoin d'être toujours en proximité physique avec la figure parentale, avec le parent, ou avec des expressions exagérées d'un sentiment d'autosuffisance ou d'indépendance envers les autres. Donc, quelqu'un qui a l'air presque détaché des autres. Donc, le parent devient un peu à la fois une source de menace comme une source de sécurité parce que l'enfant reste quand même dépendant du parent pour plein de choses dont ses besoins de base, l'alimentation. Puis dans ce cas, le stress résulte vraiment aussi d'une alternance entre des pulsions fortes de l'enfant de fuir, mais aussi la recherche d'aide. Et ça implique une escalade au niveau de la dérégulation émotionnelle. Donc, on sait que les adultes avec un style d'attachement évitant ont la difficulté à identifier leurs motivations, leurs désirs, et aussi la difficulté à déchiffrer les émotions et les intentions d'autrui. Ainsi, ils suppriment l'expression émotionnelle, s'abstiennent aussi de réfléchir sur leurs propres états mentaux, sur leurs états internes, et évitent les relations intimes parce qu'il va y avoir vraiment une élévation d'anxiété et de la confusion également, de la confusion sociale. Donc, la mentalisation est plus déficitaire chez les personnes qui ont un attachement évitant versus un attachement sécure. Et le lien avec la psychose. Donc, les liens entre attachement insécure et le développement de symptômes psychotiques et de problèmes de fonctionnement dans la schizophrénie n'est pas tout à fait compris. On pense que les abus dans l'enfance nuisent au développement des capacités mentalisantes, comme on disait, et vont diminuer la mentalisation qui est en soi aussi associée à des symptômes négatifs de la psychose non affective. On sait également que le traumatisme à l'enfance, que ce soit abus sexuels, physique, intimidation, négligence, est lié à un risque plus élevé de psychose. On estime un rapport de Cotte à 2,8 et que 70 à 79% des personnes ont une psychose non affective, qui ont une psychose non affective ont un attachement évitant ou désorganisé. Donc, l'enfant qui vit des expériences
répétées durant lesquelles ces expériences internes côtoient des réponses déformées ou erronées de son parent, ça va mener en quelque sorte à ce qu'on appelle une hypervigilance épistémique. Donc, il n'y a pas cette confiance épistémique à considérer finalement les autres comme des sources d'informations qui peuvent être fiables. Et donc, cette hypervigilance devient pathogénique parce que ça coupe aussi la personne de sources d'informations qui peuvent être faciles et des sources d'informations interpersonnelles qui peuvent aider à réviser les systèmes de croyances, ce qui va amener un peu de la résistance face au point de vue d'autrui, où ça va entrer en conflit aussi avec des points de vue existants, puis ça peut mener à des croyances plus dogmatiques. Donc, également, au niveau du stress chronique, je pense que comme je vois le temps qui file, je vais la passer parce que ce n'était pas la plus importante. La TBM en général, voit vraiment la mentalisation comme la capacité à penser aux autres comme des agents intentionnels dont les comportements sont générés par leurs états internes. Donc, on parle de pensée, les sentiments, les souhaits, les désirs. En fait, que la TBM encourage aussi le partage de ses pensées, de ses émotions qui peuvent émerger dans la relation pour démontrer qu'on s'intéresse à apprendre davantage de l'expérience du patient avec le thérapeute et les autres quand il y a la thérapie de groupe. Et il y a les principes de la TBM, donc la position du thérapeute, qui est vraiment une position de non-savoir, d'opacité de l'esprit. Il y a également, en fait, on ne peut pas avoir la certitude dans ce qui se passe dans l'esprit, même son propre esprit, mais celui d'autrui. Puis le thérapeute est vraiment là pour questionner activement, puis cultiver un intérêt véritable pour la personne, puis une curiosité, puis de communiquer aussi, en fait, clairement lui-même ses impressions par rapport à la relation thérapeutique. Et on veut aussi que le focus soit fait sur l'affect. Donc, les interventions restent humbles et aident vraiment le patient à, premièrement, identifier et verbaliser ses expériences sensorie-affectives. Et bon, la TBM va pas mettre l'accent sur les motifs inconscients profonds, mais vraiment un focus sur l'expérience subjective qui est accessible dans l'ici et maintenant. Et ensuite, on va aussi parler de générer un processus de mentalisation dans la thérapie. Et le focus du patient et du thérapeute devrait être sur l'expérience affective du patient, en aidant le patient à réfléchir activement sur l'expérience vécue. On tente comme d'assouplir la dominance des modes de traitement de l'information, de la pensée, des comportements. Donc, c'est comme important de garder en tête que l'expérience souvent sensorie-affective va réguler négativement l'intensité des niveaux neurophysiologiques, etc., comme on a vu tout à l'heure. Et quatrièmement, il faut penser que la relation thérapeutique génère l'apprentissage affectif. Donc, l'intensité des interventions, c'est-à-dire la complexité un peu, si on veut, de la mentalisation, doit être ajustée selon le niveau émotionnel du patient. Puis ça bouge durant la séance comme ça bouge durant le temps de suivi. Puis en général, le thérapeute maintient des questions, des réflexions quand même au niveau maximal de la capacité de mentalisation du patient. Donc, on ne veut pas l'amener dans un état de crise, là, bien sûr, mais on veut quand même l'amener dans un niveau où il y a quand même de l'émotion et le thérapeute maintient des questions et la réflexion le plus active possible. Donc, dans la TBM pour la psychose, le focus vraiment est aussi dans le thinking about thinking, dans un discours qui est vraiment un échange entre le patient et le thérapeute. Puis le cadre thérapeutique cherche vraiment à explorer les déficits de mentalisation qui surviennent dans les contextes de perturbation d'attachement et qui nuisent à la capacité de la personne à interpréter ses propres états mentaux, mais aussi ceux d'autrui. Et on va aussi dire qu'il y a des difficultés des personnes psychotiques à distinguer leurs propres pensées et les stimuli externes, par exemple les hallucinations auditives verbales, mais aussi saisir adéquatement les intentions d'autrui. Puis là, c'est là qu'on va parler des idées de persécution, les idées de référence. Et la TBMP vise les difficultés de représentation du self avec l'espoir de quand même promouvoir la capacité de réflexion chez l'individu, puis éventuellement de façon riche et complexe, comme la TBM régulière, en fait.
Donc, très concrètement, là, les 3 buts dans la TBMP sont accroître la mentalisation, aider à la modulation de l'affect, puis amener une sensibilisation interpersonnelle. Comme le temps file, je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement sur l'humilité épistémique. Mais la TBMP pourrait vraiment promouvoir un rétablissement qui se base sur la capacité de la personne à être curieuse de son épisode psychotique, donc apprendre éventuellement à aller explorer ce qui s'est passé, mais aussi à faire du sens de cette expérience et considérer les autres comme des aides dans l'exploration de ce qui s'est passé, que ce soit le thérapeute ou même les proches. Donc, il y a quand même des contre-indications selon les 2 articles que je vous avais envoyés, puis d'autres auteurs. C'est que, bon, puis il y a une nuance à apporter sur l'utilisation de l'interprétation du transfert avec le patient. Ceci étant dit, le transfert est vraiment tout de même considéré, là, puis il reste quand même très pertinent pour que le thérapeute a mieux saisir son vécu aussi et celui du patient. Et puis, les interventions, bon, par exemple, les patients avec une schizophrénie ont souvent de la difficulté avec des aspects de base de la compréhension des aspects mentaux, des états mentaux, pardon. Donc, il faut comme y aller avec la base d'étiqueter les pensées et les émotions. Je pense que ça reste un travail à faire au tout début de la thérapie, mais il ne faut pas aller tout de suite dans les motivations inconscientes profondes ou beaucoup se plonger dans le passé. Il faut peut-être plus se ramener dans le présent, dans le ici maintenant de la relation thérapeutique. Et en fait, c'est sûr que ça reprend les mêmes concepts que la TBM générale, mais peut-être que les différences, bon, c'est sûr que ça modèle la curiosité, et puis je pense que c'est bien que le thérapeute aussi fasse des efforts pour montrer ses limites, la limite de ses connaissances, ce qui va contrer parfois une certitude rigide des patients. Donc, je vois le temps qui file, puis il me reste encore plusieurs diapositives, mais je pense que je suis capable de faire ma vignette un petit peu plus rapidement. Donc, je vais peut-être dépasser un petit peu, parce que je pense que c'est important que je termine cette section-là. Et ensuite, on parle de la capacité de mentalisation qui va être très dépendante du contexte, puis influencée par les émotions, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi du sentiment de sécurité que la personne va avoir avec le thérapeute. Puis ça va être aussi aidant que le thérapeute aide à bien identifier les états affectifs, les sensations corporelles, puis qui aide aussi à développer une capacité de contenir et de voir comment, en fait, l'état émotionnel peut avoir un impact sur l'interprétation de ce que les autres pensent ou l'interprétation de ce que vivent les autres par rapport à soi-même. Ensuite, on dit vraiment que la relation thérapeutique devient un laboratoire social. Les interprétations sont explorées, dévoilées, réfléchies ensemble. Et c'est important aussi que le patient amène la narration qu'il fait de ses interactions à l'extérieur de la thérapie, voir comment ça se passe aussi avec les proches, pour apprendre davantage sur sa mentalisation dans la vie de tous les jours et de voir comment il peut avoir des opportunités d'analyser les difficultés de compréhension des états mentaux dans ces situations-là également. Puis on veut vraiment que les interventions soient courtes, simples, basées sur les expériences conscientes, le présent, puis ne pas hésiter à faire pause et marche arrière et aussi présenter comme un thérapeute avec des processus mentaux, mais aussi comme un modèle faillible qui peut aussi se tromper ou ne pas dire la bonne chose nécessairement. Puis dans la TBMP, il y avait quand même quelques particularités. Donc, il y en a 4 là, qui ressortaient davantage. Donc, il y avait parfois la désactivation affective et le manque d'excitation. Dans le fond, qui va se traduire par un manque d'excitation émotionnelle. Parfois, ça peut venir aussi peut-être des symptômes négatifs, comme par exemple l'expression affective qui va être réduite, qui va compliquer aussi l'évaluation pour le thérapeute. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour le patient? Est-ce qu'il y a quand même un niveau d'excitation, mais qui n'est juste pas perceptible chez le patient? Et puis, il y a un risque de ne pas détecter que finalement, il y a un niveau
assez élevé d'anxiété, mais qui n'est pas très perceptible parce que on risque d'aller dans des niveaux de tâches qui sont peut-être trop complexes pour le niveau du patient à ce moment-là. Donc, il faut vraiment être à l'affût de petits indices comme la perte de cohérence subtile ou le ralentissement du discours, des indices qui pourraient nous dire que peut-être que là, le patient, le niveau d'excitation émotionnelle est trop grand. Ensuite, il y a la notion d'attachement au thérapeute. Fait qu'il faut se dire que les attachements à la base sont surtout évitants et désorganisés et qu'il n'y a pas beaucoup d'attachement au début de la thérapie. Donc, c'est très fragile pour un long moment et qu'il faut il faut penser que c'est facile pour le patient d'abandonner quand même au début du traitement. Il faut garder le patient dans notre esprit, puis ça peut être de différentes façons, là. Bon, les auteurs parlaient des appels téléphoniques de relance, des états de domicile. Puis les déficits de mentalisation sont plus sévères aussi chez les gens qui ont eu une psychose non affective, selon les auteurs, là, que chez les personnes avec un trouble de personnalité limite. Puis on parle plus d'une mentalisation qui est déficitaire versus dans le trouble de personnalité limite qui va être très variable et instable. Et donc, on va vraiment se concentrer, je pense que le reste, on en parlait, là, à justement aller récupérer un petit peu plus le senti, le vécu sensorie-affectif. Puis les auteurs parlaient aussi de l'impact de l'antipsychotique qui peut quand même aussi atténuer les émotions puis rendre un peu plus difficile la thérapie. Il y avait le concept d'hypermentalisation qui est intéressant. Je vais quand même le passer rapidement. On a presque terminé la partie théorique, mais en fait, dans l'hypermentalisation, la définition, c'est vraiment qu'il y a une activité mentale qui est surinterprétative, qui va vraiment résulter de l'attribution d'états mentaux erronés d'autrui. Il faut se fier à une compréhension qui est cognitive sans porter attention aux sentiments subjectifs, ce qui peut causer aussi des problèmes. Et puis, c'est aussi porter attention au fait que la personne peut attribuer beaucoup trop d'intention au thérapeute. Donc, il faut monitorer durant les séances en faisant pause, marche arrière pour être sûr de revenir sur le processus. Donc, peut-être que je ne vais pas développer trop sur les phases de traitement. Je nommais quelques points comme la psychoéducation qui va être importante avec le patient si on fait la TBMP, là, donc qui va être de définir la mentalisation, de l'expliquer dans les situations simples aussi, de parler de la mentalisation dans les contextes interpersonnels et d'attachement, puis le lien avec les émotions, et de parler comment on perd aussi notre mentalisation et comment ça peut contribuer à la psychose, puis bien expliquer aussi le but du traitement. Et on va aussi aborder avec le patient les 4 polarités de la mentalisation. Donc, on peut avoir cette mentalisation qui est plutôt automatique, intuitive, rapide, spontanée, versus la polarité qui va être plus contrôlée, donc réflexive, lente, consciente, explicite. Il va y avoir une polarité qui va être plus interne, donc tout ce qui est le vécu psychologique, les pensées, sentiments versus externe, tout ce qui est physique, visuel. Il y a la polarité soi versus autrui, puis aussi cognitive versus émotionnelle. Et en fait, c'est important de savoir qu'on a chacun aussi nos polarités et qu'en général, les patients vont présenter certains déficits plus spécifiques. Et chez les patients qui présentent des psychoses non affectives, ça va être une polarisation qui va être interne et cognitive de la mentalisation, puis il va y avoir moins de dimensions affectives et externes de l'expérience. Comme je vois le temps qui file, je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement mais sur le délire, parce que je sais qu'on va y revenir de toute façon dans les vignettes. Mais ça va être important dans la TBMP d'explorer la signification personnelle du délire, puis de voir c'est quoi les déclencheurs affectifs derrière l'apparition des délires, et tout le contexte aussi interpersonnel, et de penser aussi à l'équivalence psychique. Donc, la personne va avoir, en fait, la personne psychotique peut avoir cette tendance à finalement, mes pensées, mes émotions sont vraiment des représentations de la réalité, puis avoir une certitude rigide de ça. Donc, il faut vraiment amener les personnes à être un peu plus curieux de ce qui se passe pour les autres, leurs intentions, etc.
Bon, puis vraiment, il ne faut comme pas vous confronter le délire là, d'emblée, mais en plus aller dans l'expérience vécue par la personne et puis vraiment aider à diminuer la confusion et la désorientation. Et aussi saisir le contexte émotionnel et interpersonnel dans lequel ça émerge pour mieux comprendre aussi la fonction. Bon, ça, je vais passer peut-être un peu plus rapidement, mais au final, ce qui est super important, c'est de rétablir une confiance épistémique. Hein. Tout à l'heure, on parlait du concept d'hypervigilance épistémique, mais dans la relation thérapeutique, de ramener cette notion-là pour viser la correction des troubles de la mentalisation qui sont spécifiques au processus délirant. L'idée d'aujourd'hui, c'était un peu d'aller voir comment l'approche de mentalisation pouvait vraiment être un angle qu'on peut utiliser dans notre vie psychothérapeutique, puis sans être dans des psychothérapies formelles de mentalisation, on peut quand même aller utiliser de l'outil de mentalisation avec nos patients pour les aider à réfléchir puis mieux comprendre leurs états mentaux et les états mentaux d'autrui. Puis je trouve que les vignettes qu'on a présentées vraiment allaient chercher différents éléments de la mentalisation qui sont vraiment importants à garder en tête. Puis qu'en fait, c'est drôle parce que ma conclusion, c'était adopter une position compatissante à l'expérience intérieure. Fait que ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'humain et l'humain, de revenir à nous-mêmes en tant qu'humain avec un autre humain dans le contact et puis de se positionner dans ce rôle-là.